Te sens-tu comme une éponge émotionnelle ou comme une grande poubelle qui doit gérer toute la misère du monde des autres? Si tu te sens submergé au contact des autres et totalement en perte de contrôle dans une foule, aimerais-tu avoir le mode d'emploi pour te sentir enfin bien? Alors, bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger en explorant les différences dans les façons de penser et d'être. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Aujourd'hui, par le biais de la différence entre hypersensitif et hyperempathe, mais aussi des humains standards, tu vas pouvoir mieux comprendre et gérer tes états vibratoires, c'est-à-dire émotionnels et corporels, ce qui va vraiment t'aider dans ton quotidien. On entend beaucoup parler des hypersensibles. Et ça, c'est la première chose que je veux vraiment mettre en lumière au niveau des hypersensibles. C'est pas des hyper-moumounes. OK, les hypersensibles, c'est pas des hyper-braillards, c'est pas des hyper-moumounes. OK, c'est un terme qui a été traduit et qui n'a pas été bien utilisé et déployé malheureusement. Le terme adéquat est hypersensitif. Donc, ça veut dire quoi? C'est vraiment une sorte d'humain, si on peut dire comme ça, parce qu'on l'est tous à un certain niveau, mais pourquoi on les appelle les hypersensitifs, c'est que c'est comme si leur sens était stéroïdé, leurs émotions, toutes leurs captations sont multipliées, ce qui provoque une hyper-émotivité et qui donne l'impression qu'ils pleurent, ils se mettent en colère, ils s'emportent démesurément, et c'est ce qui va faire qu'on va les appeler les hypersensibles parce que c'est comme s'ils startent au quart de tour. Je sais pas c'est quoi l'expression européenne pour ça, mais c'est comme s'ils étaient déclenchés dès la première instance lorsque il y a un stimuli qui s'installe au niveau corporel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Donc, c'est comme chaque fois décuplé, qui va faire qu'on va comme l'échapper, comme entrer en perte de contrôle, que ce soit émotionnellement, autant au niveau du rire, du pleur que de la colère, c'est beaucoup trop. Et moi, ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est comprendre un petit peu plus ça, parce que ça, c'est quand même plus de 20% de la population qui est dans cette posture-là, donc ça se peut que tu en sois sans le savoir, ça se peut que tu en sois et que tu en souffres, et ça se peut que tu en sois et que tu aies appris à le maîtriser, parce que comme moi, j'ai appris à le maîtriser, et le but n'est pas de le contrôler, mais d'accorder l'espace et de vivre beaucoup plus librement ces fluctuations-là. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui, pour rendre ça le plus confortable possible. C'est pas une maladie, là, OK? Donc, on cherche pas une lobotomie vibratoire, là. OK? On va apprendre à mieux gérer tout ce qui se passe au niveau de l'hypersensibilité, mais aussi le but de l'émission comme tel, c'est d'amener la différence avec les hyperempathes, donc ceux qui ont des comportements hyperempathiques. Et donc là, je parle pas de sympathie, de compassion ou d'empathie standard. On parle des hyper-empathes et qui ça se vit pratiquement comme une maladie parce que il y a une zone d'auto-négligence, d'auto-persécution, d'auto-ignorance, d'auto-manque d'écoute. C'est vraiment ça en quoi ça se résume. Donc les hyper-empathes ont vraiment besoin de se repositionner sainement dans une empathie et une zone de connexion beaucoup plus saine. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces hypersensitifs-là et ces hyper-empathes-là? Pourquoi j'utilise le mot hyper à pu finir? C'est que
je te dirais ce que j'ai compris. Parce que pour moi, mon processus pour rentrer en compréhension, lucidité et maîtrise de cette posture-là, parce que j'étais une hypersensitive, hyper empathe, au potentiel. Regarde, nomme-le, là, j'avais comme plein de choses avec lesquelles je devais apprendre à dealer au quotidien. Et j'ai pas eu le choix de comme m'auto-étudier parce que malheureusement, à l'époque où tout ça s'est présenté à moi, tu sais, c'est dans le fond, les hypersensitifs ont été comme découverts, nommés, identifiés par Helen Aron au début des années 1990. Là. Donc, c'est quand même assez récent si on parle d'évolution humaine. C'est quand même très récent. Et ça a juste pris de l'ampleur parce que ça a été découvert, ça a été nommé. Il y a des gens qui se sont reconnus, mais il y a différentes façons de dealer avec ça. Et moi, à l'époque où j'ai eu à dealer avec ça, par le biais de mes 4 dépressions, la bipolarité, qui est un phénomène sous-jacent, donc collatéral à ce mode de vie-là, ben là, j'ai fait comme wow, je veux arriver à me gérer puis à éviter les excès parce que c'était dans les excès qu'il y avait un problème. Et quand j'ai compris d'où provenaient les excès, ben je me suis dit OK, il y a une solution. Et c'est ce que je veux te livrer aujourd'hui par le biais de cet épisode-là. Alors, si je reviens sagement à mes notes pour aujourd'hui, pour pas oublier rien, pour pas te mélanger avec tout ça, parce que c'est sûr que c'est un sujet qui m'emballe beaucoup, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de confusion. Et pourquoi il y a cette confusion-là? C'est que beaucoup des effets secondaires, si on peut appeler ça comme si, tu sais, beaucoup de la manifestation, des symptômes, comment on reconnaît un hypersensitif, ben malheureusement, il y a des maladies qui ont été créées à partir du regroupement de ces mêmes symptômes-là. Et ce qui a fait que les maladies ont été traitées, donc les symptômes ont été traités, alors qu'au départ, et ça c'est mon point de vue, OK? C'est mon point de vue à moi, de mon expérience personnelle. Au départ, ce ne sont pas des maladies, ce sont un manque d'adaptation, un manque de mode d'emploi pour arriver à maîtriser le mode vibratoire et relationnel qu'est l'hypersensitivité. Alors, on entend beaucoup parler des hypersensibles comme s'ils étaient des hyperémotifs, des hyperfragiles. C'est faux. Et je viens de t'en révéler les subtilités. Maintenant, la différence entre les humains standards et les hypersensitifs, ce qui est intéressant, à force d'en côtoyer, parce que j'en ai eu une quantité incroyable en consultation, à force de côtoyer des hypersensitifs et des humains standards, qui est aucunement péjoratif, il y a du fun à avoir autant d'un deux bords quand on maîtrise. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les humains n'ont aucune idée de ce qui s'expérimente en tant qu'hypersensitif. Et de la même façon, les hypersensitifs n'ont aucune idée de ce qu'expérimentent les humains, ce qui provoque énormément d'incompréhension. Mais en plus, autant les humains que les hypersensitifs, je vais les appeler HS pour que ce soit plus court puis que tu ne sois pas overdosé du mot hypersensitif, puis c'est long à dire en plus. Donc, entre les humains standards et les HS, les deux croient que tout le monde expérimente la vie de la même façon. Puis c'est souvent parce que les hypersensitifs se côtoient entre eux, les humains se côtoient entre eux, et quand ça se rencontre, ça fait des clashs, qui est beaucoup plus un manque de compréhension et d'adaptabilité par rapport à l'autre parce qu'on ne se connaît pas entre les différents groupes. Fait que ça fait une grande marche et pas infranchissable, mais difficile à ajuster
parce que les deux ne peuvent pas imaginer ou concevoir comment ça vit la vie dans les bottes de l'autre. Donc, c'est un des gros problèmes qui s'expérimentent dans notre vie au quotidien, socialement, et ça, je rentre même pas dans le phénomène du milieu scolaire, mais c'est un phénomène là, en expansion, vraiment. Donc, c'est de garder en tête au départ que les deux ne se comprennent pas parce que les deux ne sont pas capables de concevoir comment la vie se perçoit dans les culottes d'un et de l'autre. Les hyperempathes sont des hypersensitifs, mais les hypersensitifs ne sont pas tous nécessairement des hyperempathes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK? Les hypersensitifs, là, c'est comme si, imagine comme la famille des hypercapteurs. OK? C'est comme le monde des hypercapteurs qui vont avoir comme un ou plusieurs sens stéroïdés. OK? Donc, moi, mon sens stéroïdé, c'est mon hyper-perspicacité par rapport aux gens dans leur posture identitaire relationnelle. C'est pour ça que je suis devenue enseignante en ça. Mais mon autre sens qui est vraiment le plus agressé, puis c'est pour ça aujourd'hui, je me suis gâtée, je sais pas si tu as remarqué, mais les lumières sont plus basses. Moi, mon sens stéroïdé qui est la zone d'inconfort pour moi, c'est la lumière. Donc, moi, c'est mes yeux. Mais c'est sûr parce que j'enseigne le pouvoir du regard et j'avais à toucher à la puissance de qu'est-ce qu'il y a dans ces yeux-là. Donc, pour moi, c'est mes yeux. Pour mon chum, c'est le nez. Il va sentir ce qui pue, à 100 lieues à la ronde, il est comme hyper... lui, c'est son nez. Il y en a que ça va être les oreilles. Ils vont arriver dans un endroit moindrement brillant, ils vont se sentir agressés, perturbés, incapables de se concentrer parce que c'est leurs oreilles qui vont être stéroïdées. Ils vont entendre des choses très, très, très subtiles, des sons très bas à très haut, des notes très peu perceptibles par d'autres. Donc, il y en a que ça va être les oreilles, il y en a que, tu sais, donc, les hypersensitifs sont des hyperpercepteurs, des hypercapteurs, des hyperrécepteurs, si on peut dire, qui ont reçu une surdose de perspicacité. OK? Jusque-là, perspicacité, ça veut dire percevoir, donc recevoir beaucoup d'informations vibratoires. Et c'est là que ça devient intéressant parce que lorsqu'on parle des hyperempathes, eh bien, eux, leur sens stéroïdé, c'est l'hyper-proximité. OK? Donc, quand on dit perspicacité, ça veut dire qu'on a une capacité à percevoir puis à recevoir de l'information vibratoire. Ben, les hyperempathes, ils ont comme leur sens, c'est l'hyperconnectivité par une trop grande proximité au corps émotionnel des gens qui les entourent. Donc, c'est comme si eux, leurs stéroïdes étaient au niveau vibrato-émotionnel, si on peut appeler ça comme ça. Et bien sûr, ça va faire qu'ils vont souvent se sentir comme des éponges émotionnelles, comme des capteurs de basse fréquence. Ils vont souvent se sentir là, submergés par beaucoup trop d'émotions. Okay? Donc, les hyperempathes, c'est leur sympathie, leur compassion, leur empathie qui est comme... débordante de manière excessive et ce qui arrive, c'est que ce phénomène-là les amène dans une hyper-proximité. Ça veut dire qu'ils ont de la misère à faire la différence entre leurs émotions et l'émotion de l'autre, de la misère à s'en séparer, dire ça appartient à l'autre, puis ça m'appartient à moi. Et c'est ce qui va faire cette espèce de fusion, de sublimation-là, qui va faire que les empathes vont souvent s'égarer démesurément dans la posture émotionnelle de l'autre et
cet égarement-là va souvent faire que les deux individus vont sombrer au lieu qu'il y en ait un qui tienne la bouée. Là. C'est comme si un empathe, il sautait à l'eau pour aller sauver quelqu'un, mais pas de bouée, pas de flotteur, pas rien. Ben, il va caler avec l'autre. C'est pas chinois, là. Donc, c'est vraiment cet espace-là où l'hyperempathe doit apprendre à gérer son mouvement vibratoire d'hyperconnectivité, d'hyperproximité différemment. On va y revenir plus tard. Les trucs, je les garde pour la fin. Alors, ça, c'est vraiment la subtilité que je voulais t'amener. Donc, les hyperempathes sont des hypersensitifs, inévitablement, mais c'est pas tous les hypersensitifs qui sont hyperempathes. Donc, ça, c'est une première subtilité là, que je voulais t'amener. Quatrième point important, la société, donc, que ce soit la religion ou autre, la société, avec les croyances de bienséance, nous pousse à prendre en charge, vouloir enlever, protéger, soulager, etc. Et chez les hypersensitifs, hyperempathes, c'est amplifié si pas géré correctement. Alors, c'est souvent ça parce que le mode vibratoire, OK? Je prends une petite pause. Le mode vibratoire, OK? Donc, les hypercapteurs vont capter toutes les fréquences, les mouvements émotionnels, les mouvements créateurs, les mouvements de stress, d'anxiété, de peur, de joie, de tristesse. C'est pas sélectif, là, OK? Et, veut pas, ces captations-là vont affecter le système nerveux parce que ça passe à travers de la peau. Okay? Ça rentre dans le système nerveux et le système nerveux va activer, bien sûr, l'activité mentale, les 52 hamsters qu'on a dans la tête et c'est là que l'activité mentale va nous amener à concevoir, nous, l'autre, la réalité, la situation et tout ça. Donc ça, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Là, on parle vraiment, on se concentre sur le phénomène hypersensitif. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le système nerveux est touché, que la captation se fait, veut pas, le cerveau reptilien, le lobe frontal, l'amygdale, tout ça est stimulé. Donc, ça veut dire quoi? Que l'animal en nous, bang, réagit. Et ces réflexes-là d'entrer dans prendre en charge, vouloir enlever, protéger, soulager et tout ça, ben c'est nos instincts de victime, bourreau, sauveur, souvent sauveur. Les empathes ont le syndrome du sauveur, on dirait qu'ils ont eu une injection. Là. Donc, ce triangle-là, qui est des comportements reptiliens, qui est nos réflexes fondamentaux, jusqu'à ce qu'on les gère différemment, ben ces réflexes-là vont s'implanter et vont amener l'hyperempathe et l'hypersensitif à se réfugier dans un de ces rôles-là pour comment je pourrais dire? Pour expérimenter sa vie et ses expériences. Et veut pas, quand tu es hypersensitif, que tu te sens comme un punching bag émotionnel parce que tu captes toutes les turbulences émotionnelles et c'est ça qui est vraiment overwhelming, qui est surchargeant, c'est que c'est tellement d'émotions en même temps qui vont pas nécessairement toutes ensemble parce que quand tu reçois un mélange, un melting pot, comme on dit en anglais, mais un mélange, okay, un amalgame vibratoire, une surcharge émotionnelle, d'émotions mélangées, que ce soit là de la joie, de la tristesse, de la colère, ça va mélanger ensemble, là, ça goûte pas bon. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, t'aimes le jus de pomme, t'aimes le lait, puis t'aimes le coke. Mais mets-les dans un même verre, je pense pas que t'aies envie de boire le verre. Ben, c'est un petit peu ça. Quand ça arrive tout ensemble, premièrement, et quand ça arrive tout mélangé, en quantité excessive, ça veut dire quoi? Tu es capable de boire un verre de jus de pomme, un verre de lait, un verre de coke. Mais si je te donne un 2 litres de chaque, ben ça se peut que t'étouffes. L'état vibratoire des hypersensitifs,
/ hyper-empathe, parce qu'il l'expérimente aussi. Je compare ça souvent à sauter dans un train en marche. C'est vraiment comme ça que ça s'expérimente. Et de plus en plus, depuis 2020, c'est vraiment accentué vibratoirement parce que les fréquences plus subtiles sont maintenant accessibles pour la majorité des humains, même les non-hypersensitifs. Okay? Tous les humains ont été comme emportés dans une élévation vibratoire qui permet à de plus en plus d'humains. Ça veut dire que c'est en train de s'étendre à ce que j'appelle les humains standards, qui est aucunement limitant, là, mais les humains qui n'avaient pas le gène hypersensitif, ben, ils sont maintenant aptes à pouvoir capter des fréquences beaucoup plus subtiles, des fréquences vibratoires, on s'entend, beaucoup plus subtiles qu'avant. Et c'est ce qui va faire que, tu sais, mettons, avant, on percevait, mettons, entre, je sais pas moi, 3 et 7, OK? Donc, quand on arrivait à 7, on se sentait au plafond, puis là, ben, on était sur le bord d'exploser. Là, puis on percevait à 3, ben, c'était confortable, ça nous dérangeait à peu près pas. Mais là, du fait qu'on est maintenant capable, mettons, de gérer de 1 à 10, ben, quand on arrive à 7, là, on est agressé depuis 3 degrés de plus parce qu'on a commencé à ressentir à 1. Et quand on arrive à 3, qui avant était confortable, ben là, on est déjà comme plus stimulé, plus agressé par les mouvements vibratoires. Fait que tu comprends-tu que quand on arrive à 10, qu'on n'avait peut-être jamais exploré, parce que 7 était notre maximum, mais quand on arrive à 10, là, ça explose, ça déborde. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'excès émotionnels, compulsifs, impulsifs, on s'en fout. C'est de plus en plus excessif parce que notre niveau de tolérance a diminué, pas parce qu'on est plus écœuré, parce qu'on est stimulé plus de bonheur. Non, on embarque dans l'autobus pas mal plus vite qu'avant. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on vient déborder, incapable de gérer ce surplus vibratoire-là. Donc, c'est ce qui va entraîner chez bien des gens des nausées, des étourdissements, des maux de tête, qu'est-ce que ça peut faire aussi? Des fluctuations émotionnelles inattendues. OK? C'est vraiment là inattendu. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si, d'habitude, quand tu arrives, tu vis une émotion, mettons, pouf, tu vis quelque chose, puis là, bang, tu tombes en colère. Cette colère-là peut être pimpée parce que tu embarques dans l'autobus de la colère. Mais, les autobus, ça s'appelle des égrégores vibratoires. OK? Donc, mais si là, tu n'as pas attendu l'autobus, ça veut dire que tu n'as pas eu d'événement déclencheur, soit ta colère ou ta tristesse, ou ta joie, peu importe. Tu n'as pas eu d'événement déclencheur. Donc, c'est comme si tu étais à l'arrêt d'autobus sans avoir être rendu à l'arrêt d'autobus, sans avoir décidé de prendre l'autobus, et que là, l'autobus, elle passe, elle te ramasse, puis elle ne te demande pas où tu vas, elle ne te demande pas d'où tu arrives, bang! Donc, ça se produit de plus en plus. On est happé, donc comme ramassé par une autobus vibratoire, donc un égrégore vibratoire, nous traverse et maintenant on le sent. Et ça, les hypersensitifs le sentaient déjà avant 2020. Ils étaient capables de percevoir ça sans trop comment comprendre ni apprendre à le gérer. Mais maintenant, même les humains non hypersensitifs ont accès à ça de plus en plus parce que le niveau vibratoire de la Terre s'est élevé et ça l'a élevé le niveau vibratoire de ses habitants. Donc, c'est comme si on devenait de plus en plus tous perspicaces, hyper perspicaces, et c'est ce qui va faire que vibratoirement, on va être plus affecté et, pour ne pas dire dérangé, par ces fluctuations-là que sont la traversée d'égrégores. C'est comme si, c'est comme quand un avion est dans le ciel, elle peut voir le ciel bleu, mais là, hop, elle passe à travers d'un nuage, elle continue, le ciel est bleu, hop, elle passe à travers d'un nuage. C'est un petit peu comme ça. Il y a des nuages que j'appelle des égrégores, il y a des nuages vibratoires qui se promènent et qu'on peut être happé par des nuages vibratoires. Des fois, ça va, bien souvent, je te dirais pas tout le temps, mais bien souvent, ça va être parce qu'on a des points d'adhérence. C'est comme si on avait déjà acheté notre passe d'autobus pour
voyager par cet autobus-là. Donc, vu qu'on a des points d'ancrage, ce que j'appelle des points d'adhérence, c'est comme si on avait déjà notre passe d'autobus pour embarquer facilement dans des égrégores parce que soit on a des blessures, des traumatismes, des peurs, des doutes, des croyances limitantes, des croyances adoptées du transgénérationnel, peu importe. Ça, c'est des points d'adhérence qui fait qu'on embarque, on glisse facilement dans des autobus, donc des égrégores vibratoires qui vont faire que ça va nous affecter, puis on ne sait même pas pourquoi. L'inverse est aussi possible. Et c'est là que je vais t'amener aujourd'hui pour t'amener vraiment des clés à la fin de l'épisode pour te permettre de mieux gérer l'usage de ces fluctuations-là vibratoires pour apprendre à être plus confortable, que tu sois un humain standard, un hypersensitif, un hyperempathe. On va te donner des trucs aujourd'hui pour mieux apprivoiser ce mode vibratoire-là qui s'expérimente aujourd'hui sur la Terre. Je me ramène alors à l'ordre encore une fois. J'ai pas mes petites cloches, j'ai monté mon setup différemment, j'ai pas ma petite poum, poum, poum. Mais c'est ça qui ferait présentement. Donc, comment moi, j'ai vécu tout ça et que je suis allée chercher toutes ces subtilités-là parce que c'est sûr que quand tu es une enfant, puis tu grandis dans ce mode vibratoire-là, d'hyper-perspicacité, d'hyper-empathie, et que tu n'as pas le discernement de pouvoir te dissocier de la souffrance des autres, ben veux pas, ça devient comme... Tu sais, quand on dit faire une immersion, là, c'est comme embarquer dans un monde, une réalité. Mettons, on va faire une immersion un week-end, c'est qu'on va faire l'expérience d'une autre sorte de vie. Ben, quand tu vis ça dans l'enfance et que tu sais pas que tu es là, tu vis une immersion sans l'avoir choisi, tu expérimentes la vie, tes relations, toi-même, sans comprendre ce que tu vis, mais pour toi, encore une fois, c'est la seule chose qui existe, c'est ce que j'expliquais tantôt. On n'a pas conscience qu'il y a d'autres façons de vivre les choses. Fait que j'ai eu à comprendre ma différence en tant que hypersensitive, hyperempathe, qui fait que j'étais capable de ne pas sombrer. Donc, j'ai eu à accéder à mon inadhérence. Donc, mon égarement. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu par le biais de mon égarement? Pourquoi je l'ai dit? Ben, parce que j'y repense aujourd'hui. Et mon hypersensibilité, mon hypersensitivité a fait de moi pendant très longtemps, puis encore aujourd'hui, mais sous une autre forme, on va y revenir plus tard. Pendant ma période où je ne savais pas, je n'avais pas apprivoisé, je ne comprenais pas ce que je vivais, je la regarde aujourd'hui et je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est comme si j'avais été une alcoolique puis j'avais pris ma première gorgée de boisson. Pour moi, expérimenter l'hypersensitivité et l'hyperempathie a fait de moi une alcoolique émotionnelle, donc une addicte émotionnelle à l'intensité. C'est vraiment ça que ça l'a fait de moi. Pourquoi? Parce que tout était tellement intense, il n'y avait que l'intensité. Rien que ça. J'étais dans la joie, je le vivais. Je riais, je pissais dans mes culottes tellement, puis j'avais mal au ventre, mal dans le dos, j'avais mal partout quand je riais, là. C'était trop, là. J'étais pas capable de gérer mes fous rires, là. C'était wow! Puis, tu sais, des fois, je me rappelle, là, c'est un des... Je m'emporte parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de moments comme ça. Je peux les compter sur mes 10 doigts. Mais je me rappelle, moi et ma soeur, on était très, très, très éloignés au niveau de nos personnalités, nos manières d'être, de voir la vie. On n'a jamais été proches. Mais, puis avec ma mère, ben, tu sais, c'était délicat. Je t'en ai parlé déjà plusieurs fois.
Mais il y avait des fois qu'on était assis autour de la table en train de manger. Et que là, des fois, il y avait quelqu'un qui disait un mot, mais des fois, là, on était juste en train de manger sans rien dire, sans rien, là. Et là, pouf, on partait à rire. Mais rire, là, plus capable d'arrêter de rire, là. Je sais aujourd'hui qu'on était happé par un égrégore parce qu'on n'avait pas de mouvement initial. Mais c'est bon de regoûter à ces moments de rire-là parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il n'y avait rien pour provoquer ces rires-là. Et aujourd'hui, quand je le vis, je me laisse emporter, puis tu sais, je me délecte de ça, mais à l'époque, c'était comme un courant d'air assouvisseur, comme un bol d'air après enfermé dans une prison. Tu sais, c'était vraiment des pouffées d'air, c'était comme un oasis d'avoir la chance d'être emporté par ces égrégores-là qui, à l'époque, on n'avait aucune idée, personne, qu'est-ce qui nous faisait tellement rire démesurément, parce que moi et ma sœur, bien sûr, on était toutes les deux des hypersensitifs, donc c'est sûr qu'on riait à pu finir. Alors, mon égarement a fait de moi une accro de l'intensité. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand je riais, c'était tellement intense que ça goûtait bon. Quand je pleurais, c'était tellement intense que ça goûtait bon. Quand j'étais en colère, c'était tellement intense que je me suis fait peur d'aimer ça. D'aimer ça. Et d'en avoir tellement besoin. Parce que quand tu es happé par un égrégore de carence, on s'entend-tu, là? Je suis vraiment contente que ça m'amène là parce que je ne l'avais même pas sur mes notes. Je suis vraiment contente que ça m'amène là. La colère. La chère colère. Présentement, puis depuis, j'ai envie de dire toujours. J'ai vraiment, là, pour une fille qui n'aime pas généraliser, là, j'ai vraiment envie de dire depuis toujours. La colère a été définie comme la zone interdite. Parce que, veux pas, elle conduit à la violence, elle conduit à des pertes de contrôle, elle conduit à bien des choses, à dire des paroles qui dépassent nos pensées et tout ça. Mais il y a un autobus, là. Il y a un égrégore colère aussi. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet égrégore-là? Un égrégore, à la base, c'est un mouvement vibratoire. C'est comme de l'eau. OK? Dis-toi là que le mouvement vibratoire, c'est comme le flot d'une rivière. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on sait d'une rivière par rapport à un lac? C'est toujours en mouvement, ça ne stagne pas une rivière, c'est en mouvement. Okay? C'est pour ça que j'utilise la rivière et non pas le lac ou le fleuve. On parle d'une rivière, donc il y a du mouvement assez perpétuel. Là, on ne parle pas d'une sécheresse, là, mais on parle d'un mouvement perpétuel. On parle d'un mouvement actif, ça veut dire que ça bouge assez pour qu'on le voit, qu'on s'en rende compte. Donc, j'aime beaucoup comparer ça, le flot vibratoire à une rivière. Et quel avantage la rivière, donc l'égrégore, le mouvement, quel avantage le mouvement rire ou joie a sur le mouvement colère? Il y a le doigt. Aussi simple que ça. Le flot de la joie est libre. OK? C'est bien rare, à part moi, là, parce que j'avais peur de pisser dans mes culottes, là. Mais c'est bien rare qu'on va freiner notre joie. Il y en a que oui, par respect par ceux qui sont dans le malheur, comme moi j'ai fait. Ma mère, elle allait pas bien, donc je me disais, ben si je suis heureuse, elle va encore être moins heureuse, elle va voir à quel point elle n'est pas heureuse. Moi, je me donnais pas le droit d'être heureuse. C'est pathétique, mais c'était ça pareil. Donc, mais en principe, OK? En principe, on se donne le droit de rire, on se donne le droit d'être heureux, on se donne le droit d'être en joie. Quand on y arrive. La colère, qu'est-ce qu'on fait avec? Ta gueule. La tristesse, qu'est-ce qu'on fait avec? Ta gueule. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si les égrégores de ces fréquences-là, de ces états vibratoires-là, étaient constamment freinés. Ça veut dire quoi? Il y a des barrages hydroélectriques dans ces égrégores-là.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il y a une faille, mettons moi, là, avec mes petites cornes, là, je me donne le droit d'être méchante, je me donne le droit d'être en colère, je me donne le droit de pleurer. Ben, je suis comme une faille dans un barrage hydroélectrique. Et je suis sûre que tu as déjà vu des films où il y a des barrages hydroélectriques qui s'effondrent. Ça commence par une faille, OK? Donc, qu'est-ce qui se passe, là? Quand tu oses embarquer dans un égrégore vibratoire où il y a énormément de freins, c'est comme si tu devenais la faille et que tout passe par toi, tout ce qui est freiné. Donc, inévitablement, tu le fais de façon démesurée. Donc, tu le fais avec tous ceux, admettons, on parle de la colère, tu le fais avec tous ceux qui sont en colère et tu le fais avec tous ceux qui se donnent pas le droit d'être en colère, mais qui ont l'état vibratoire. Fait que t'imagines-tu le zoo vibrato-sensoriel, vibrato-émotionnel que tu expérimentes par un corps, une gogosse à 50 cents, là? À côté d'un barrage hydroélectrique, on s'entend qu'un corps, c'est tout petit, là. OK? C'est capable de rien, là. OK? Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un corps, quelque chose d'aussi c'est beaucoup trop, c'est comme si tu demandais à un verre d'eau de gérer un barrage hydroélectrique. La comparaison, est-tu assez claire comme ça? C'est un petit peu comme ça. Fait que c'est pour ça que quand les hypersensitifs tout à coup se mettent à pleurer, ils peuvent pleurer démesurément parce qu'ils pleurent avec tous ceux qui pleurent et pour tous ceux qui ne pleurent pas. Je vais toujours me rappeler quand je suis allée aux funérailles de ma meilleure amie. Tu sais, moi, mon amie, je la côtoie encore, là, même si ça fait 20 ans qu'elle est morte. Tu sais, je la côtoie encore, là. Fait que pour moi, sur le coup, quand je l'ai appris, oui, j'ai pleuré, puis oui, tu sais, j'étais comme ah shit. Mais, tu sais, ça n'a pas duré longtemps parce que pour moi, j'ai encore le droit de l'aimer. Elle a encore le droit de m'aimer, puis on se côtoie encore. Fait il n'y en a pas de problème. Mais quand je suis allée aux funérailles, je ne sais pas pourquoi je suis allée d'ailleurs. Je suis allée pour donner mes sympathies aux gens. Donc, quand je suis allée, je suis arrivée là, et là, je braillais, mais tellement, puis là, j'étais comme, mais veux-tu bien me dire pourquoi je pleure, qu'est-ce qui pleure, puis, tu sais, c'était tellement, là, je pleurais tellement que j'ai failli m'effondrer, là, une autre de ses grandes amies était là, puis, tu sais, elle m'a pris dans ses bras, puis elle riait à voir à quel point je pouvais brailler, ça avait aucun bon sens. Dans les funérailles, les hyper-empathes souffrent le martyre parce qu'ils pleurent non seulement pour leur peine s'il y en ont, mais ils pleurent pour tous ceux qui se retiennent et ils se retiennent et ils pleurent avec tous ceux qui ne se retiennent pas. Donc, ils sont la faille du barrage électrique vibrato-émotionnel qui est amené dans l'église ou au funérailles, peu importe. Fait que c'est vraiment... et c'est pour ça que la réputation des hypersensitifs et des hyper-empathes, l'appellation hypersensible a pris tellement d'envergure parce que c'est l'espace où l'échappée est très difficilement évitable, mais politically correct. C'est bien rare qu'on va mettre quelqu'un en prison d'avoir trop pleuré, contrairement à la colère, admettons. Donc, c'est comme l'espace par lequel les hyperempathes, les hypersensitifs ont comme le droit, si on peut dire ça comme ça, le droit de s'échapper. Et lorsqu'on s'échappe, puis que le débordement est là, ben ce qu'on voit, c'est qu'ils pleurent. Donc, on en a déduit que c'était des hypersensibles. Mais c'est juste parce qu'ils le font pour tous ceux qui le font pas et avec tous ceux qui le font. Fait que c'est de comprendre ce phénomène-là va vraiment t'aider à toi ne plus t'inquiéter de tes excès, parce que je vais te donner des trucs à la fin, de plus t'inquiéter de tes excès. Si tu n'as jamais pensé ou tu connaissais pas ça, les hypersensitifs ou les hyper-empathes, si tu connaissais pas ça, puis que là, tu dis « Hein, c'est moi ça? » Ben, c'est parce que t'en es un ou une, tu le savais pas, mais là, maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter de ces pertes de contrôle-là, sont legit, autrement dit, sont normales, si on peut dire, et plus tu vas gérer ces fluctuations-là sainement, plus ça va être facile pour toi d'être confortable lorsque tu arrives dans des situations
plus complexes là, ou plus délicates. Donc, moi, mon égarement, ça a commencé bien sûr par mes 4 dépressions, la bipolarité, la fibromyalgie. Pourquoi? Parce que j'étais un barrage électrique et comme je t'ai expliqué tantôt, un verre d'eau n'est pas capable de gérer un barrage hydroélectrique, donc mon corps était brisé par mon habitude de refouler, donc j'étais dans le blindage émotionnel, le refoulement émotionnel. 1, parce que j'avais eu peur de tuer quelqu'un. 2, quand je braillais, ça finissait plus, puis je faisais des dépressions. Puis 3, ben quand je riais, je pissais dans mes culottes. Donc, tu sais, mon entraînement intensif était de me retenir de vivre mes émotions. Donc ça a été. Puis en passant, là, je passe vite, mais la bipolarité, là, c'est le piège entre il faut et je veux, OK? Donc, si tu es beaucoup dans il faut, là, entraîne-toi tout de suite à transformer tout ça dans je veux, parce que c'est ce qui amène des pics et des downs au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, là. Fait que sors du il faut, embarque dans je veux au plus vite pour arrêter d'avoir des excès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis prise en charge, je me suis excluse, je me suis traitée en dernier, j'ai eu peur de moi, j'ai freiné tout pour éviter les excès, je suis sombrée dans l'hypocrisie, le refoulement et le blindage. Et bien sûr, j'étais étourdie par les 3 postures, donc victime, bourreau, sauveur. Et ce qui m'a sauvé la vie, parce que mon corps était scrap. Ce qui m'a sauvé, qui m'a permis de goûter au plaisir de la vie, c'est d'apprendre à enfin vivre mes émotions dans une totale liberté d'être, dans une totale authenticité. Je pourrais vraiment dire que l'authenticité m'a sauvé la vie. Parce que, tu sais, après 4 dépressions, après la bipolarité, les pilules, la fibromyalgie, ton corps fait tellement mal que tu te dis, je peux pas croire que c'est ça la vie. Moi, c'est vraiment ça. Je pouvais pas croire qu'on pouvait rester là, qu'on pouvait vivre une vie où c'est ça la vie. Et c'est vraiment l'authenticité, donc d'apprendre à vivre mes émotions, parce que par le biais de la bipolarité, je me suis beaucoup étudiée, je me suis beaucoup observée, puis je me suis rendu compte que c'était normal que j'explose à un moment donné, parce que quand tu te freines, tu brimes, tu t'enfermes, ben à un moment donné, c'est normal que tu exploses. Fait que des fois, ça sortait en larmes, des fois, ça sortait en colère. Donc, j'avais tout le temps comme une espèce de colère constante. Donc, j'étais prête à exploser n'importe quand. J'avais de la facilité à m'emporter, parce que même la tristesse, je la vivais pas. Fait que ça sortait en explosion colérique, parce que t'as-tu déjà vu un prisonnier arriver en chantant « Laissez-moi sortir! » Non, OK? Fait que c'est ça que ça fait. Quand tu te mets en prison toi-même parce que tu te donnes pas le droit de vivre tes émotions, si tu te mets en prison, tu te dis ta gueule, et bien sûr, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu te dis non, tu nourris, tu donnes une pilule, tu donnes c'est comme tu redonnes un coup de fouet, dans le fond, à toi-même qui est en prison, qui n'a pas le droit de vivre tes émotions, et tu donnes un autre coup de fouet à ta colère qui grandit dans un espace extrêmement restreint, le corps physique. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, on explose. Fait que c'est vraiment l'authenticité. Et quand je dis l'authenticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être vrai, transparente et sincère en toutes circonstances. C'est vraiment ça pour moi l'authenticité. Donc ça inclut la transparence. Ça veut dire que je me dis plus jamais ta gueule. OK? C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment drôle. Ben, tu sais, tu me vois avec mes feuilles, hein?
Mais c'est vraiment drôle parce que je vais à l'école, je suis à l'Académie du podcast, puis on se rencontre souvent dans des groupes et tout ça. Puis il y a une des étudiantes qui venait d'arriver, je pense que ça faisait pas longtemps, elle était en train de lancer son podcast ou je sais plus trop, puis là, elle me regardait, elle dit, on voit tes feuilles pendant tes émissions. Fait que là, tu comment ça, on voit tes feuilles? Ben, j'ai dit tout simplement parce que j'ai le droit. Tout simplement parce que je suis pas hypocrite, puis je ferai pas à croire à personne que j'ai pas des notes, parce que tu m'entends-tu parler, là? Si, là, j'arrêtais pas, si j'avais pas un cadre, si j'avais pas ces feuilles-là, si j'avais pas, mis dans ma tête, ben, ce serait cool que ça rentre dans 3/4 d'heure, 1 heure des émissions. Si je pourrais te parler pendant une semaine comme ça. Une semaine, facile, là. Demande à mon chum, là. Quand on s'était rencontrés par Internet, là. Ben, j'ai parlé pendant 12 heures. Notre première rencontre, là, on s'est rejoint à 7h30 le soir, mais on s'est quitté à 7h30 le matin, là. Puis on n'a même pas fait l'amour. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps vraiment de pas parler. OK? Ça veut dire, là, dans ce 12 heures-là, là, j'ai parlé non-stop. On n'a pas dormi, là. On a mangé au restaurant, on est allé jouer au billard, on a jasé, on est allé déjeuner, et tout ça, là, a fait que j'ai pas arrêté de parler. Fait que quand je te dis que je serais capable de parler pendant une semaine, là, c'est même pas des blagues. Je suis sûre que mon chum pourrait confirmer. Donc, fait que mes notes, c'est 1, ça me remet à l'ordre, 2, ça m'évite de m'éparpiller, ça m'évite de pas perdre mon flot d'idées parce que justement, si je suis happée par un égrégore, je suis fourrée, j'en sortirai plus. J'ai beaucoup trop de plaisir à produire ces émissions-là. Fait que mes feuilles, je les utilise, ces 2 feuilles, là, c'est pas un roman, là, c'est mon cadre pour te livrer l'épisode d'aujourd'hui avec le sujet d'aujourd'hui, les thèmes d'aujourd'hui, les idées d'aujourd'hui. Donc, je me suis assis dans l'égrégore du sujet et j'ai récolté ce qui avait besoin d'être révélé pour que ça serve au monde. Donc, j'ai mis le regard sur ce qui m'a servi à moi. Donc, c'est vraiment là pour revenir à l'espace de la transparence. Ça veut dire que je ne cache plus rien, que ce soit mes idées, mes pensées, mes émotions. Je suivrai en toutes circonstances. Et ça fait une différence non seulement dans ma vie, mais ça fait une différence dans les gens qui me côtoient. C'était vraiment drôle, justement, une activité de réseautage. Je pense que la semaine passée, il y a 2 semaines, une fille a dit, savais-tu que quand on est juste assis à côté de toi, là, il se passe quelque chose, là? J'ai dit oui, ça s'appelle la permissivité. Je te donne le droit d'être ce que tu veux parce que je me donne le droit d'être ce que je veux. Fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est un état vibratoire qui est très confortable pour les gens qu'on côtoie aussi d'être tout le temps vrai parce que les gens sentent pas l'inconfort qui les amène à se méfier comme 2 animaux qui se rencontrent qui savent pas trop c'est qui la proie, c'est qui le prédateur. Là, ben quand les deux personnes se rencontrent puis qui sont dans un état vibratoire comme l'authenticité intègre, il n'y a pas d'inconfort. Puis des fois, c'est l'absence d'inconfort qui va créer l'inconfort, mais ça, je laisse gérer. Alors, j'ai mis en bullet point 3 dangers pour mettre en lumière vraiment, pour pas que tu t'égares sur ces routes-là. OK? Les dangers de l'imperméabilité dans l'absence de choix. Non, excuse-moi, c'est pas ça, pas en tout. Les dangers de l'hypermalléabilité dans l'absence de choix. Ça veut dire quoi? Les hypersensitifs et les hyperempathes ont une hyper-proximité à l'autre, une hyper-connectivité. Et de la même façon, étant donné qu'ils sont capables de capter des égrégores facilement, de tomber dans des égrégores, d'être emportés par des égrégores facilement, ben, ce qui arrive, c'est que si tu n'es pas suffisamment ancré, ça veut dire quoi ancré? Ça veut dire que tu fais des choix. Ça veut dire que tu es présent à toi. Ça veut dire que ton mouvement va plus être comme un caillou qu'un poisson quand la rivière va passer. Donc, si tu es comme hyper malléable, ça veut dire que tu fais jamais de choix, tu te plies tout le temps au désir de l'autre, tu te priorises jamais, tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas ce que t'aimes pas. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas être carrément une goutte qui va être emportée par la rivière. Donc,
tu vas suivre le flow, puis il ne se passera rien de différent dans ta vie. Un poisson, déjà là, ça veut dire que tu es capable de faire des choix différents de temps en temps. Ça veut dire que tu es capable de savoir que, ça me tente pas bien. Donc, tu es assez présent pour être à l'écoute de toi, puis de te voir, puis de t'entendre dans tes besoins, dans tes limites. Même si tu ne respectes pas, au moins ils sont là. Fait que tu vas être plus comme un poisson, là. Des fois, tu vas donner une direction, puis des fois, tu vas être emporté parce que la vague va être trop forte pour ta solidité identitaire et relationnel. Un caillou, là, ça veut dire là, que tu es tellement présent à toi, tellement à l'écoute de toi, tellement proche de toi, tellement dans le respect et l'authenticité de toi, que tu vas vraiment, l'eau va couler sur toi, donc tu vas être plus solide quand la rivière va passer avec tous ses affluents. Et c'est là que ça va devenir un outil. Donc, fais attention si tu es un hypersensitif, un hyperempathe. Fais attention à ton hyper-malléabilité parce que si tu ne fais pas assez de choix, si tu n'es pas présent assez, si tu te plies toujours, ben tu deviens une goutte et tu n'as plus de direction à ta vie et à long terme, c'est très destructeur. J'en ai fait l'expérience. Plus jamais. Danger numéro 2. Danger de l'hyperadaptabilité en choisissant en fonction des autres. Donc ça, c'est typique des hyperempathes. OK? Ça veut dire que tu te priorises jamais dans tes choix. Ça veut dire que, puis ça, j'en ai eu en consultation, là, tu sais, je leur demandais, il arrivait, je veux plus ça. Mais qu'est-ce que tu veux? D'autres qui arrivaient, puis il décide tout, il fait tout, j'ai jamais mon mot à dire, puis tout ça. Mais si tu avais ton mot à dire, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu aimes? OK? Donc, ça, c'est des espaces vraiment d'hyper-empathie dans la majorité des cas, parce que les humains standards aussi peuvent le faire. Mais quand on parle de hyper-empathie, c'est que ça va à ce que j'appelle la négligence criminelle. Là. Ça veut dire qu'on s'ignore tellement qu'on se tasse carrément de sa vie, qu'on n'est même plus à l'écoute, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce qu'on n'aime pas, on n'a plus de besoins. Et ça, c'est beaucoup présent dans beaucoup de couples de tous les types. Donc, dans tous les couples, il y a beaucoup de gens qui vont toujours choisir en fonction du couple, qui vont attendre de savoir si l'autre est disponible, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, ou de se rendre disponible puis attendre que c'est le couple qui décide qu'est-ce qu'on fait ou que c'est l'autre qui décide qu'est-ce qu'il a envie. Donc, vraiment de s'entraîner lorsqu'on est en couple à se dire, OK, c'est quoi j'ai envie de faire maintenant avant de consulter le couple ou avant de consulter l'autre, OK? Fait que c'est super important de bien t'ancrer et l'ancrage commence par faire des choix. Et comment on fait des choix? En priorisant quoi? Nos besoins, nos limites et notre plaisir, OK? C'est comme ça qu'on fait des choix en se priorisant soi-même. Et ça, l'hyperempathe a tendance à ne pas le faire. Parce qu'il va prioriser soit l'autre ou la relation. Ça veut dire que il va vivre et expérimenter la vie soit juste par la relation, puis lui, il est comme plus là dans l'équation, ou toujours en fonction de l'autre. Et ça, c'est des zones vraiment d'égarement très courantes chez les humains standards, mais qui est décuplée chez les hyperempathes. Donc, c'est vraiment une zone à faire attention. Donc, souviens-toi, tu fais des choix en fonction de toi, tu te priorises toi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la légitimité. Et comment on fait des choix en focusant sur nos besoins, nos limites et notre objectif de plaisir. Troisième danger. Voyons, je dois m'asseoir. Troisième danger, de s'éteindre en n'existant pas dans sa propre vie. Ça, c'est les hyperempathes. Et ce que je viens de t'expliquer juste avant, ça peut être poussé jusqu'à s'ignorer et s'éjecter carrément de sa propre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question ne se pose même plus de « je veux-tu ou je veux pas? Je peux-tu ou je peux pas? » La question ne se pose même plus. OK? Donc, dans cet espace-là, j'appelle ça de l'effacement. Ça veut dire que je suis arrivée, puis j'en parle parce que je l'ai vécu, cet espace-là, où est-ce que, quand il n'y a plus de choix qui sont faits en fonction de nous-mêmes,
peut amener différentes réactions. Au départ, spontanément, on va commencer par se sentir brimé. Tu sais, on va se sentir coincé dans le corps, on va avoir des manques d'énergie, de la fatigue quand on entre en relation avec la personne. Avec le temps, ça va être souffrant, puis il y a comme une colère, comme une graine de colère qui va se sommer à un moment donné, puis ça va nous agresser littéralement de côtoyer cette personne-là. Puis si, avec le temps, s'ajoute beaucoup de temps, il va y avoir l'impuissance, il va y avoir des identités qui vont décoller de ça. Ça va, on peut se retrouver dans un rôle de victime très avancé qui nous amène à devenir un bourreau épouvantable. Ça va nous amener dans une colère excessive jusqu'à pouvoir avoir envie de tuer cette personne-là. En étant conscient qu'on ne veut pas la tuer. Mais c'est comme si notre instinct de survie surgissait là, d'outre-tombe pour dire « Hey, c'est à mon tour! » Tu sais, c'est comme un... Tu sais, si on attaque un chien, mettons qu'on persécute un chien, on le bat avec un bâton, on a l'habitude d'être violent avec un chien. Le chien, à un moment donné, il va s'écraser, puis il va prendre son trou. Mais un jour ou l'autre, il va mordre. Ben, c'est un petit peu comme ça. Quand on s'ignore, puis on se tasse, jusqu'à s'ignorer totalement, jusqu'à ne plus se voir, et qu'on s'efface de notre propre vie, l'âme n'a plus de place à vivre dans un espace aussi dense dans notre corps. Ça devient tellement dense que c'est comme si elle était tellement squeezée qu'elle sort et il ne reste que l'animal. Parce qu'à la base, notre biologie fait de nous des animaux, puis tout notre cerveau reptilien, c'est ça, c'est nos réflexes animaux primitifs qu'on appelle. Et il ne reste que ça. Et qu'est-ce que fait un animal quand il ne peut plus se sauver, il ne peut plus se cacher, il va attaquer. Et ce système de survie-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va cogner à la porte. Et personnellement, quand j'ai été confrontée à cet espace-là, j'ai pris conscience que si je revoyais cette personne-là, je n'aurais plus aucun contrôle sur moi, sur comment j'allais réagir. Je me suis dit, OK, je la vois plus, donc je vais me faire un exorcisme avant d'aller la voir. Ça a été vraiment ça. Mais quand j'ai réalisé que j'étais rendue dans cet espace-là, je me suis dit, ben coudonc, jusqu'où? À quel point je me suis effacée pour être rendue là? Et là, j'ai comme fait des pas en arrière, puis j'ai comme fait des zoom out, puis des zoom out, puis des zoom out pour arriver à me voir dans jusqu'à quel point je me suis effacée de ma propre vie. Je me suis dit, c'est normal que je sois en colère comme ça. Après ça, j'ai réalisé qu'est-ce qui m'avait poussé dans ces espaces-là de tellement me tasser. Puis en plus, au travers de ça, j'avais des traumatismes. Fait que ça a fait vraiment, tu sais, j'étais rendue une bombe Hiroshima. Il restait juste un petit piton très, très, très facile, là. Tu sais, un gros bouton, là, très, très, très facilement accessible, là. Donc, je me sentais comme ça. Ben, j'ai dit, OK, il va se passer quelque chose. C'est là que j'ai entamé un processus quantique pour vraiment me repositionner. Ça a été un travail intensif de 2 mois pour vraiment me repositionner vibratoirement dans tout ça. Ça a été extrêmement exigeant, mais j'y suis arrivée, donc ça se fait par du monde. Mais quand tu arrives à la confrontation, de te dire, si je vois cette personne-là, je vais la... Tu sais, j'ai pas aimé me retrouver là, du tout. Et c'est ce qui m'a rappelé que je l'avais vécu quand j'étais enfant, donc que je m'étais fait peur. Et j'ai eu la chance que cette expérience-là soit un espace où j'ai pu arrêter d'avoir peur de moi parce que j'ai eu la chance de constater que oui, j'ai eu l'élan, il y a un animal à l'intérieur de moi qui était prêt à le faire, mais que l'humain que je suis sera toujours là, puis j'ai choisi d'aimer. Et j'ai été capable de faire tout ce que ça nécessitait pour continuer d'aimer. Et le premier pas, que j'ai dû faire pour ça, c'est d'arrêter de me tasser de ma vie.
parce que ce réflexe-là était entré chez moi tellement jeune, je devais avoir 2-3 ans. Donc, ce pas-là que j'avais fait de côté pour me tasser de ma propre vie, c'est de cette façon-là que j'ai avancé toute ma vie. Donc, j'ai fait un pas pour revenir vers moi, redevenir la priorité dans ma vie, me redonner le choix de dire oui ou non à cette personne-là. Ça a été vraiment un gros travail qu'il a fallu que je fasse. J'avais tellement pas réalisé. Et ça, c'est mon putain de gène hyper empathe qui m'avait donné cette facilité-là à m'éjecter de ma vie. Et c'est pour ça que je fais cette émission-là, parce que les hyper empathes doivent comprendre et se permettre de restaurer un équilibre sain dans leur proximité à l'autre. Et ça veut dire ne pas s'égarer dans l'autre, ne pas s'ignorer face à l'autre, et de comprendre que notre cerveau, il est mathématique. Il fonctionne plus 1 moins 1. Mais les empathes doivent comprendre et rester bien ancrés dans le phénomène que c'est pas parce que je donne que je prive quiconque de quoi que ce soit. Et c'est pas parce que je dis non que je n'aime plus. C'est pas parce que je dis non que je crée de la distance. C'est pas parce que je dis non que je rejette. Donc, c'est tous des espaces par lesquels il est très, très, très facile de s'égarer lorsqu'on est un hyperempathe. Et ce phénomène-là s'expérimente à différents niveaux lorsqu'on est des hypersensitifs. Pourquoi? Parce que les hypersensitifs ont une hyperconnectivité. Puis dans mon école, j'enseigne aussi le phénomène des types de conscience, des types d'incarnation, individus et unité. Donc, lorsqu'on a une conscience unité, c'est vraiment très facile de s'égarer dans l'hyperempathie parce que l'hyperconnectivité, c'est la seule chose qui existe. Donc, la dissociation, l'individualité n'existe plus dans cet espace-là. Donc, si on veut sortir de la sublimation et être suffisamment ancré pour que le caillou puisse être où ce qui est, que le poisson puisse choisir la direction qu'il veut, ben c'est cet espace-là où est-ce que on peut devenir un bateau sans qu'il y ait de conflit ou de distance entre nous et l'eau. Fait que c'est vraiment ça qui est important de comprendre au niveau des subtilités de l'hyperempathie et des hypersensitifs. Donc, les trucs pour se repositionner face aux 3 dangers que je t'ai nommés. 1, apprendre à dire non. OK? Non, non, non. OK? Tu as le droit de dire non sans être égoïste. OK? Donc, apprendre à dire non, se donner le choix, communiquer ses choix, ses limites et ses besoins. C'est vraiment là, la communication est au centre de tout ça. C'est indispensable. OK? Et légitimiser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Deuxièmement, toujours faire des choix en fonction de soi. Ça veut dire que il n'y a rien qui empêche qu'on s'intéresse à l'opinion, aux besoins, au plaisir de l'autre. Mais fais ton choix avant, puis tu vas partager, puis après ça, tu peux faire des compromis, mais pas commencer par choisir avec l'autre et te demander après, ouais, j'avais pas envie de pantoute, mais un coup c'est fait. Mais ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, toujours faire des choix en fonction de soi. Ce n'est encore une fois pas de l'égoïsme. C'est se mettre au centre de sa vie. Et troisièmement, savoir que les gens veulent faire des choix en connaissance de cause. Il y a toujours quelqu'un pour t'aimer tel quel. Et ça, c'est vrai. À l'époque où j'étais addict à l'intensité, j'avais un ami avec qui l'intensité était tout le temps là. Tout ce qu'on a pu faire comme activité sociale, tout ce qu'on a pu faire pour rester dans l'intensité, et pour moi, l'intensité, ça incluait l'autodestruction, cette intensité-là, cet ami-là, à un moment donné, je pense que c'est quand j'ai fait ma troisième dépression, quelque chose du genre, il était là et on était allé veiller et je me suis effondrée. Et je pensais vraiment que cet ami-là m'aimait pour ma
délinquance, ma déchéance, ma capacité à dire oui à tout, à faire n'importe quoi, puis tout ça, puis c'était débile, toutes les choses qu'on faisait, puis je pensais qu'il m'aimait pour ça. Mais quand je me suis effondrée en larmes, puis que j'étais plus capable de me contenir, ben il était là aussi. Il était là. Puis mon chum, ça a été la même chose. Pendant 10 ans, j'étais convaincue qu'il m'aimerait pas si j'étais la vraie moi. Puis quand j'ai commencé à être la vraie moi, ben Caroline, il a continué à m'aimer. Je peux pas m'en défaire. Il a continué à m'aimer même quand j'étais moi. Donc, oui, ça fait du ménage dans les gens qu'on côtoie, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aimer certains aspects de nous, que s'ils sont plus là, ils nous aimeront plus, mais c'est pas parce qu'ils nous aiment pas. Et de prendre conscience, puis de permettre d'accéder à cet espace-là où tu vas toujours trouver des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. Et plus tu es vrai, plus ils vont t'aimer en profondeur et plus tu vas être capable de le ressentir. Parce que quand, tu sais, comme moi, à l'époque où j'étais hypocrite, je ressentais tout le temps un vide à l'intérieur de moi. Je sentais tout le temps quelque chose il y avait tout le temps un manque, un vide à l'intérieur. Puis ce vide-là s'est comblé quand j'ai commencé à être 100% vrai, parce que non seulement les gens pouvaient m'aimer à 100% parce que tout était là, mon coming out était fait, mais en plus, j'avais 100% de moi qui pouvait ressentir l'amour parce que 100% de moi existait, 100% de moi était là. Puis je parle au passé, mais c'est ce que je vis maintenant. Mais je te parle de la transition où est-ce que le vide s'est rempli parce que j'ai permis que tout soit aimé à l'intérieur de moi. Donc, incitatif d'intégration. Il me reste une? Oui. Incitatif d'intégration. 1. Poser des questions. 2. Faire des tests. 3. Secousse et respiration. 3. Faire des choix. OK? Quand je parle de poser des questions, ça veut dire que lorsque tu as des ressentis, que tu sens des turbulences, tu es entouré de gens qui posent des questions aux gens qui sont là. Ne t'égare pas dans des présomptions. Ne présume jamais de rien. Puis plus tu vas te poser des questions à toi-même aussi, plus tu vas t'entendre, plus tu vas te rapprocher de toi. Et faire des tests vibratoires, tu peux vraiment tester. C'est là que c'est vraiment important au niveau des hyperempathes surtout, les hypersensitifs aussi. Je vais te donner un truc vraiment utile pour que tu sortes du phénomène de l'éponge émotionnelle ou l'éponge à merde ou l'éponge à basse fréquence, là. Ce que tu dois savoir. Tantôt, je te parlais d'être une goutte d'eau, d'être un poisson ou d'être une roche. Ben, si tu te mets dans la position de la rivière parce que tu as ton propre flot. Tu as un flot vibratoire. Quand tu vas mal, ben c'est sûr qu'il y a bien des gens qui vont se laisser comme emporter par ton flot de colère. Quand tu vas triste, les gens vont peut-être se laisser emporter par ta tristesse. Donc, c'est sûr que si en tant qu'empathe, tu captes ces mouvements-là, qu'ils soient égrégoriques ou individuels, donc que ce soit juste une personne qui t'emporte dans son flot de basse fréquence ou peu importe, son flot émotionnel, ben si elle est capable de t'emporter, toi aussi, tu es capable de l'emporter. Et c'est ça que la majorité des hyperempathes et des hypersensitifs oublient, c'est que cette hyperconnectivité-là, ce mouvement vibratoire-là est bidirectionnel. Bidirectionnel, ça veut dire que si eux sont capables de t'impacter avec leur fréquence, quelle qu'elle soit, tu es capable de les impacter avec ta fréquence, quelle qu'elle soit. Donc, c'est à toi de choisir, lorsque tu sens un mouvement vibratoire qui ne semble pas le tien, ça veut dire que tu n'as aucun stimuli. Là. Tout à coup, tu viens en colère ou triste, puis tu ne sais pas pourquoi. Soit c'est une personne qui est assise à côté de toi qui ne te parle pas, soit c'est une personne qui te partage son chose. Ben, le but, c'est pas par la conversation. Le but n'est pas de se défaire de ce qui est là. C'est de créer une proximité. Donc, oui, je te vois, je te sens, je te capte, je me rapproche de toi, mais je choisis une autre fréquence et je t'amène avec moi dans une fréquence plus confortable.
OK? Donc, c'est vibratoire. Donc, c'est ce que je fais en consultation, que ce soit une consultation en démystification, que ce soit une consultation par le soin, c'est ce que je fais. Donc, on crée la proximité. Donc, la personne ne se sent plus seule. Si on essaye de se défaire de ce que la personne vit, de se défaire de son état vibratoire, ça fait rien que nourrir le rejet, là. Donc, c'est pas là que la personne a besoin. La personne a besoin de proximité. Puis les hyperempathes sont là pour ça, pour livrer une proximité. Mais pas de sombrer avec le bateau de l'autre, c'est d'amener vibratoirement une fréquence plus confortable pour ceux qui ont de la misère avec les basses fréquences. Donc, et la basse fréquence n'est plus une basse fréquence lorsqu'elle est côtoyée parce que c'est la solitude que ça procure, c'est l'isolement que ça procure qui fait que c'est une basse fréquence. Si la personne n'est plus seule, c'est pas que tu l'amènes ailleurs, c'est que tu la fais sentir plus seule et la fréquence s'élève. Donc, c'est beaucoup, c'est complexe, là, mais tu sais, ça se résume à ça. C'est un état vibratoire et le but est pas de les ignorer, de s'entasser, c'est de devenir confortable. Mais qu'est-ce qui fait qu'une fréquence devient confortable? C'est qu'elle est partagée et on ne se sent plus seul, isolé, rejeté, ignoré, peu importe, dans cet espace-là. Fait que d'arriver, puis c'est une de mes spécialités, je suis capable d'aller dans ces basses fréquences-là, dans les profondeurs de la honte, là, qui est vraiment, selon l'échelle de Hawkins, la plus basse, là. Ben, moi, là, je suis capable d'aller là puis d'être confortable parce que j'en fais plus un problème. La honte, pour moi, c'est l'espace où je suis allée chercher mon amour inconditionnel de moi. Fait que je suis capable d'aller m'asseoir avec quelqu'un sur le banc de la honte et dire ouais, c'est tout. C'est pas un problème, sauf si on en fait un problème. Donc, c'est là que l'hyperempathe a un potentiel inouï à aller créer un sentiment de proximité là où le isolement, la distance est créée par le biais des basses fréquences à cause de la densité. C'est sûr que deux cailloux à côté de l'autre, ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent se faire un câlin, là. Donc, quand c'est de l'eau, ben ça se fusionne. Donc, quand tu es capable d'adapter un état vibratoire similaire, tu te fusionnes, tu peux sublimer. Mais le but n'est pas de t'égarer dans un espace où tu veux pas aller. Fait que je sais que c'est complexe à comprendre, mais j'espère que j'ai mis assez d'images pour que tu puisses aller chercher un espace où tu vas pouvoir être confortable et surtout solide dans ta fréquence et comprendre l'aspect bidirectionnel des fréquences. Donc, tu peux visiter un égrégore sans partir en fou. Tu sais, tu peux faire un tour d'autobus d'1 heure au lieu de monter jusqu'à Montréal. Tu peux faire un tour d'autobus de 15 minutes, faire 2-3 arrêts au lieu de te rendre dans l'État voisin, là. Donc, c'est vraiment de conscientiser que les états d'esprit, les états émotionnels sont avant tout des mouvements vibrato-sensoriels, vibrato-émotionnels, qu'il y a des égrégores, que tu as un potentiel pour nourrir ou débarquer d'un égrégore, d'un autobus. Donc, c'est vraiment, c'est à toi de gérer ça. Mais si tu le rejettes, ben, tu t'éjectes et c'est pas confortable comme je le permets. Alors, je te laisse avec le mantra de la semaine pour que tu puisses te positionner sainement dans tout ça, t'apprivoiser puis t'accepter. Alors, puisque je me souviens que je suis un affluent et non un contenant, je permets à l'aspect bidirectionnel de mon état vibratoire de faciliter mon bien-être. Je répète, puisque je me souviens que je suis un affluent et non un contenant, je permets à l'aspect bidirectionnel de mon état vibratoire de faciliter mon bien-être. Ça veut dire que je choisis dans quel autobus j'embarque. Si j'ai besoin de pleurer, l'autobus va arriver. Si j'ai besoin d'être en colère, l'autobus va arriver. Si j'ai besoin de joie, l'autobus est toujours disponible aussi. Et de se souvenir de ça. Et qu'on a des points d'adhérence pour toutes les fréquences. Et c'est à nous de choisir de les utiliser ou pas. Donc, ça veut dire d'embarquer dans un autobus ou pas. Et comme je disais, c'est pas réservé aux hypersensitifs ou aux hyperempathes. Depuis au moins 2020, il y a de plus en plus d'humains qui sont capables, sans avoir
le génome, là, si on veut, là, je sais pas trop comment nommer ça, là, il y a de plus en plus d'humains qui sont capables d'accéder facilement à ces états-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dons qui ont émergé depuis 2020, de gens qui ont, comme par magie, la clairaudience s'est installée, la clairsentience s'est installée, la clairvoyance s'est installée, puis c'est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est des humains qui ont suivi le flow, qui sont capables maintenant. Fait que c'est pas réservé aux hypersensitifs, c'est maintenant accessible aux humains. Ça demande de la présence, ça demande de l'ouverture, ça demande du laisser aller, mais toujours par la présence et le choix. Alors, si jamais tu as des bugs avec ça, si tu as de la misère à intégrer ton mode vibratoire, si tu as des réflexes d'addiction à l'intensité comme moi j'ai eu, d'addiction à l'émotivité, si tu as peur de tomber en dépression, tu as peur de... Donc, tous les mouvements de peur, c'est des amplificateurs aussi. Donc, si tu as besoin d'aide pour sortir de n'importe quelle impasse, c'est sûr que je suis là. À ce moment-là, ce serait en consultation privée pas mal plus que l'école parce que c'est spécifique à chacun. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, donc c'est vraiment en consultation privée là, que je pourrais t'aider pour ça. Alors, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite vivement à partager. C'est sûr que si tu veux mettre des pouces, je vais être toute énervée. Mais à la base, là, je t'invite vraiment à partager parce que, comme je te disais, il y a beaucoup plus d'hypersensitifs et d'hyperempathes qui l'ensemble parce que il y a de plus en plus d'humains qui le deviennent et il y a beaucoup d'hypersensitifs et d'hyperempathes qui ne savent pas qu'ils le sont. Donc c'est vraiment, je t'invite et je te demande vivement de partager cet épisode-là à ton entourage parce que ça peut aider vraiment beaucoup de gens, surtout les jeunes, les ados sont dans ces états-là et ils peuvent apprendre vraiment à mieux fonctionner par le biais de cette vidéo-là, de cet épisode-là. Fait que je t'envoie un gros câlin. Je t'envoie une grosse vague de liberté d'être pour te permettre d'être confortable dans toutes tes émotions. Et je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de dualité versus conflit. Alors, tout n'est pas chicane. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.